Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de SmackDown du 12 décembre 2025. Et donc pour commencer le show, on a eu Nick Aldis qui a prévenu Cody Rhodes tout simplement qu'il allait voir Drew McIntyre chez lui pour lever sa suspension si je ne dis pas de bêtises, si je ne m'abuse. Et c'était quand même assez intéressant de faire cela et de qu'ils le préviennent. Enfin personnellement c'est un point positif que j'ai beaucoup aimé dans ce show-là. Ce que j'ai aimé dans ce show-là. Et donc c'était plutôt cool, j'ai bien aimé voir cela ainsi. Mais il y a un mais, c'est que je trouvais que la WWE allait un peu trop vite sur la suspension de Drew McIntyre. On savait très bien qu'à un moment donné, il allait revenir et c'est mon point B encore une fois. Et c'est à voir. Ce qui Et donc pour ouvrir le show, on a une promo de Cody Rhodes qui a fait son entrée. Enfin bref, vous m'avez compris, il va être interrompu par la famille. La construction de famille comme futur headliner et n'est pas seulement un champion sur le ring principal, il est présenté comme une personne incontournable, une montagne narrative que même un vétéran comme Rhodes doit mesurer. La mise en scène, le rythme et de réaction renforce son aura et sa crédibilité. La dynamique entre Rhodes et Femi fonctionne parfaitement, le segment illustre le contraste entre expérience et jeunesse, stratégie vs force brute de caractère, donnant un point dramatique instantané. Chaque pause, chaque phrase, chaque geste est calibré pour créer un cliffhanger. Le public est tenu en haleine et la confrontation instaure une attente maximale pour le main event. Clarté, bon, Femi est légitimé sans combat fait, ce qui est rare et puissant. Rhodes conserve sa stature, mais le futur semble déjà tracé. Femi est la montagne que le roster principal devra gravir. Les réactions de la foule sont intégrées dans la narration écrite, les yeux deviennent des instruments dramatiques et un plat fine d'attention et de storytelling. Le segment exploite parfaitement le micro, guerre posture, micro-pause, ton de la voix, euh, ton renforce la narration et donne au public un sentiment d'authenticité et de gravité. Je suis totalement d'accord avec tout cela. Avec tout cela, le point négatif, c'est la psychologie. Les phrases clés, les références ou rivalités peuvent échapper à un spectateur non investi, réduisant l'impact immédiat du segment. Pour ceux qui attendent proprement un segment, le face-off repose uniquement sur le verbal et le charisme qui peut frustrer. C'est vrai, la réussite narrative du segment est liée au match de Saturday Night Main Event isolé. Il reste essentiellement un teaser et franchement, j'ai bien aimé ce petit teaser. Le tempo est émotionnel pour construire l'autorité et l'attention. Les amateurs de style apprécieront, tandis que les fans d'action peuvent le trouver trop lent. Le segment prépare parfaitement l'affrontement à venir, mais il n'y aurait aucun conflit immédiat. Sa puissance dépend de la continuité sur les prochains shows. Ça, c'est sûr et certain que Wafemi ne va pas rester dans le roster principal très très longtemps, étant donné qu'il est champion de la NXT et qu'il est sur les devants de la scène comme trop souvent. Et je trouve ça quand même assez intéressant de voir un Obafemi vraiment être mis en valeur à ce point-là. On a un Cody Rhodes qui a un peu du mal à lui répondre, on va dire ça comme ça, et j'aime bien l'idée de voir un tel catcheur comme Obafemi depuis Austin au Texas, donc faire un tel segment avec Cody Rhodes avant la dernière soirée de John Cena qui avait eu lieu. Donc hier soir, il y a vraiment l'avenir avec l'actuel et franchement c'est le meilleur type de scénario et de segment qu'on pouvait faire. On avait un petit peu un Cody Rhodes qui doutait face à une montagne comme Obafemi et franchement il est vraiment mis en valeur. Il est pas mal le micro Obafemi, franchement j'apprécie comment la double le gère, mais franchement s'il continue à le gérer comme ça, franchement il va falloir aller le déloger. J'aime bien l'idée que la double fasse ça ainsi, donc c'était quand même une belle perspective d'avoir ce segment-là entre les deux et franchement j'apprécie et j'adore le rôle que la WWE donne à Oba Femi. Donc ensuite, après, on va passer au premier match de la soirée. Ilya Dragunov qui remettait son titre en jeu contre le Jackass Tommaso Ciampa comme il le surnomme. Et franchement, là, on a eu un suspense, un storytelling et un match hors du commun. J'ai trouvé ça très très cool, très très bien de la part de la WWE. Ils ont fait ça super bien et franchement, c'était quand même exceptionnel de voir une telle opposition. Style un Tommaso Ciampa qui s'est acharné sur le genou
d'Ilya Dragunov et un Ilya Dragunov qui s'est vraiment donné à ce rang, franchement, sans la contrôle du ring, des contre-attaques, les séquences aériennes. Dragunov est crédible, un champion capable de gérer tous les variables, tandis que Ciampa montre sa ruse et sa résilience. Franchement, le public vit chaque moment comme un acte de suspense comparable à une mini-théâtralité sportive. Les interventions ne sont pas gratuites, elles augmentent légitimement Dragunov et introduisent comme un facteur externe stratégique. Les logiques de cette action renforcent le réalisme et la profondeur de la storyline. Le match alterne entre coups puissants, prise technique et storytelling. Incorporer chaque mouvement a un but narratif, montrer la supériorité physique, la résilience mentale et la gérer les hommes. Enrichit l'expérience et donne une sensation complète d'un match de championnat. Franchement, les réactions de la foule sont intégrées dans le récit et c'est très très bien. Et Dragunov ressort renforcé en champion de demain, mais humainement vulnérable face aux distractions. Pas grâce ça et son aura de challenger sérieux, les interactions avec Ace Gargano, il leur ajoute un profondeur supplémentaire à la narration. La victoire de Ilya Dragunov, de nouvelles élections, pas tension avec Gargano et leur alliance stratégique avec Ace, le match ne se compte pas de conclure. Il en plante plusieurs autres pour le futur du roster. Chaque respiration grimace une partie de l'histoire et franchement, la WWE a référé la caméra et commentant tous ces micros et donne une immersion maximale et une connexion avec les protagonistes. Le match implique plusieurs niveaux, champion, intervention, alliance pour un spectacle. Il peut être difficile de suivre, mais si vous êtes occasionnel, ne suivez pas ce match-là, je vous le dis tout de suite, l'investissement du public, ça c'est un petit peu dommageable et la présence de multiples distractions on réduit la portion purement one du match. Certains spectateurs pourraient percevoir que la quantité est trop fractionnée, le rythme lent est contrôlé intentionnel, mais polarisant le tempo permet de créer un suspense narratif, mais divise l'audience en ceux qui apprécient et ceux qui veulent de l'action continue. Du segment dépendra de la continuation, pas Gargano et Ace. Isolé, le match reste excellent, mais son impact complet se révélera dans les prochains shows. Les réactions de l'audience sont cruciales pour l'exprimer et pas selon la captation et l'application des spectateurs sur place pour certains effets immersifs peuvent s'atténuer. Je suis totalement d'accord avec tout ce qui a été dit et franchement la victoire d'Ilya Dragunov ne fait que de renforcer son règne et démontrer tout le potentiel qu'il a. Mais c'est à voir ce qui va se passer désormais par la suite. Donc je vais attendre avec impatience ce qui va se passer. Mais franchement, j'apprécie vraiment ce qui s'est passé avec le sauvetage donc, de Carmelo Ace qui est venu sauver donc Ilya Dragunov des mains de DIY. Donc c'était quand même bien de voir ce qui s'est déroulé. Et franchement, c'était cool. J'ai bien aimé en fait le fait que Carmelo Hayes vienne sauver Ilya Dragunov des mains de DIY et que tout simplement, bah, ici il le sauvait pas et il n'y avait peut-être pas de match de suite, donc c'était quand même une bonne chose. Il y a eu ensuite après le fait qu'Ilya Dragunov soit au sol et que Carmelo Hayes le regarde, il va le fixer alors que Ilya Dragunov a le titre. On voit qu'il est en sang et qu'il a dû batailler, lutter pour s'en sortir, donc c'était quand même une bonne chose de faire cela ainsi, donc c'est quand même une super chose de voir ça ainsi, donc c'est vraiment une suite qu'on attend avec impatience, donc on va bien voir maintenant ce qui va se passer. Carmelo Hayes va relever Ilya Dragunov, il va regarder le titre et ça va être peut-être une suite de rivalité. Est-ce qu'ils se affronteront pour un match de championnat dans le futur, un nouvel affrontement entre les deux? Moi je dirais pas non, mais franchement j'ai apprécié ce qu'ils ont fait avec Ilya Dragunov face à Carmelo Hayes, face à Tommaso Ciampa et les sauvetages de Carmelo Hayes qui est venu chasser DIY. Est-ce qu'on aura un match par équipe Carmelo Hayes et Ilya Dragunov contre DIY? Ça peut être une possibilité, ça peut être vraiment intéressant que la WWE parte sur ce timing-là, sur cette idée-là. Franchement, j'aimerais beaucoup qu'ils partent sur ça et que ce soit intéressant parce que c'est vraiment un point positif et j'ai hâte de voir la suite. C'est un point positif, bien évidemment. Ensuite, après, on a eu le segment entre Jevon Evans et lui. Evans présenté comme confirmatrice, capable de dire à un vétéran Miz conserve son statut de heel crédit frustré mais dangereux. Le public de comprendre l'année présente laisse passer avant même le combat.
Ce segment s'inscrit entre la promo de Arthur Fumiro des matchs du soir, il maintient le rythme et enrichit la continuité de la caméra et mouvement, les réactions d'espace. L'impression fait d'être au cœur de l'action, non seulement sur ring, mais derrière le décor. Pour ça, le segment peut sembler statique, les identités verbales et pas physiques, sans contexte sur Evans, mais sous le contexte de l'entertainment, du dialogue et du temps peuvent échapper à un public occasionnel. Le segment mise sur la tension verbale plutôt que sur l'action, cela polarise depuis pour les amateurs. C'est frustration pour les fans d'action immédiate. Mais certains éléments sont laissés ouverts et dépendront du cooking des proches. L'ambiance coulisses ou des fonds des catcheurs renforce l'immersion. Toutefois, cet effet est moins palpable pour ceux qui regardent ce petit écran ou en différé. J'ai bien aimé le fait que le Miz se plaigne du fait de ne pas être à Saturday Night Main Event et qu'il n'ait pas de match tout simplement, donc que Evan Evans leur mette un peu en place, étant donné que c'est le challenger numéro au titre NXT. C'était la parfaite tension qu'il fallait mettre à ce segment-là, donc j'ai beaucoup aimé comment la Drew nous a booké cela, et franchement, c'était peut-être une bonne chose que la Drew ait fait cela ainsi, donc c'est quand même assez cool, et que la Drew fasse ça comme ça, c'est une super nouvelle, donc c'est un point positif, bien évidemment. Ensuite, après, donc, on a eu le segment entre les Wyatt Six et les MFT et Solo Sikoa. Donc, franchement, le segment ne se passe pas un simple établir un conflit de valeurs et de philosophie entre mystisme et entre chaque mot pose et regard ajoute alors l'histoire donnant au public une compréhension claire des enjeux. Le menace des combats et la voler augmente l'investissement émotionnel. La storyline devient captivante avec une trente qui dépasse le simple résultat d'un match. Des MFT sont présentés comme des figures de contrôle, tandis que les Whites conservent leur aura mystique et menaçante, qu'incarne l'attention et renforçant la future de leur confrontation. Le segment ouvre plusieurs folles potentiels des titres, confrontation, musique, escalade de la réalité. Cela prépare le pays pour les semaines suivantes, donnant du poids aux futures interactions. Comme la confrontation est entièrement verbale et basée sur les fans cherchent immédiates peuvent trouver le segment statique, les enjeux un certain investissement lors de les spectateurs peuvent avoir du mal à l'intensité du conflit. L'impact complet d'une repose sur la confrontation physique future prise seulement l'aspect captivant mais n'est atteinte qu'après le match ou la storyline suivante. Le segment choisit un thème complétif pour maximiser l'intimidation et certains spectateurs peuvent le percevoir comme trop long ou trop posé. Et cela fonctionne mieux en live ou sur écran, grand écran sur un écran plus petit ou en replay, l'effet peut être moins. Bien que la conférence fasse à distance écran, l'attention reste palpable, l'efficacité prend toutefois la capacité du public à suivre et interpréter la dynamique. Je suis totalement d'accord avec tout ce que je vous ai dit. Et c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est qu'on a un Solo Sikoa qui dit que oui, c'est moi qui joue, c'est moi qui décide, c'est moi qui prends les décisions, pas toi, oncle Audi. Et franchement, j'ai bien aimé comment la ils nous ont monté ça. Ils nous ont tout simplement démontré que dans les SmackDown, les titres par équipe étaient une valeur importante. Et c'est une bonne chose aussi de le faire maintenant, tout de suite, dans l'immédiat, et pas attendre 10 ans non plus. Donc, je suis quand même assez heureux que la WWE ait pris ce type de décisions-là. Et de les faire un tel segment, c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Franchement, j'ai apprécié comment la WWE, ils ont monté ce segment et ils l'ont construit. Et tout simplement, bah, on a un super. Ensuite, après, donc, on a eu Tom Brady qui a rendu hommage à John Cena, qui est comme un catcheur en tant que légende vivante. Et renforce l'idée que l'impact dépasse le wrestling, le rendu universel, les mises en scène, les réactions, les caméras, les conneries, et une immersion totale, partie prenante de l'hommage, et le segment devient un moment de célébration collective, même sans match. On raconte la carrière de Cena, son influence et le passage sans musique. Chaque interview maintenant agit comme un narrateur du mythe Senna. Lors des instants, plusieurs artistes donnent une structure. Cela permet de suivre le récit et d'absorber la portée de l'hommage. Ce segment sert de transition parfaite vers le dernier match, un build-up
narratif et augmente l'importance de l'affrontement pour le public venu pour le catch. Le segment peut sembler statique ou moins dynamique. L'intensité repose uniquement sur l'émotion et le symbolisme. Les spectateurs familiers avec l'histoire peuvent ressentir une distance, les charges effectives et optimisées pour ceux qui connaissent sa caractère. Certains peuvent trouver le segment étiré ou trop cérémonial, même si chaque mot a un sens. Ce faut le met en valeur l'émotion et peut pas polariser entre immersion totale et impatience pour l'action physique. Alors, le dramatisme il fonctionne comme un hommage autonome. L'effet dramatique dépendra de l'exécution de son match final. Les invités ne participent pas physiquement au ring, ce qui limite et renforce le côté cérémonial et respectueux du segment. J'ai bien aimé ce qui s'est passé du côté de la WWE et ce qu'ils ont fait là était vraiment la meilleure décision à prendre. J'ai bien aimé la décision qu'ils ont prise. Du côté de la WWE, je crois que Subnog rendre hommage à John Cena était une bonne chose et un point. Ensuite, après, on a eu donc le match entre Alexa Bliss et Lash Legend. Franchement, là, je comprends pas forcément le booking. Il y en a une légitimation rapide en faisant gagner la jeune catcheuse face à une véritable. Le booking renforce immédiatement. Ça crée la victoire, souligne qu'elle est une menace pour les titres et un nom à suivre dans la vie. Il comprend instantanément que Lash n'est pas un choix secondaire, mais un futur pilier de la division. Même avec un match très court, la dynamique entre contrôle de Bliss et force brute de Lash est lisible. Chaque action de Bliss met en valeur son ex et son adaptabilité, même si elle n'a pas fait grand chose du match, tandis que chaque réponse de l'âge démontre sa puissance et sa résilience. La psychologie du match, bien que condensée, reste la victoire de l'âge ouvre immédiatement de nouvelles. Bliss peut se repréciser pour un heel turn à retour plus longue. Cela alimente avec des tensions qui peuvent se prolonger sur plusieurs. Ce booking envoie un signal clair là, le coup c'est valoriser les jeunes talents tout en rappelant que les verts restent pertinentes mais vulnérables. Cela crée un équilibre narratif entre respect du passé et construction du futur. Match trop court pour Bliss. Alexa Bliss avec sa renommée et son talent mérite un temps du ring plus long. La douleur due à sa présence un rôle secondaire dans son propre match qui peut frustrer le public fidèle. Cela dilue l'impact de son personnage et de son storytelling. Je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit. La rapidité de la conclusion empêche le public de s'investir pleinement émotionnellement. Fans qui attendent un match avec des renversements et des moments de tension prolongés peuvent être déçus. Le finish semble presque expéditif, réduisant le poids narratif. Dévalorisation en direct. Bien que le focus soit sur l'âge, le booking fait passer Bliss comme dépassé dans ce segment pour un personnage central. De perdre en 3 minutes face à une nouvelle venue peut nuire à sa perception, à moins qu'un follow-up immédiat ne rééquilibre le booking. Je suis totalement d'accord, le booking de Bliss était catastrophique dans ce match-là et ils lui ont totalement manqué de respect. Et, et c'est ce qui s'est passé avec Bliss, tout simplement. Euh, du côté de Bliss, ce qui s'est passé, c'est que même si elle est accompagnée de Charlotte Flair, là, elle est dévalorisée totalement et franchement, je ne comprends pas. Elle est présentée comme c'est rapidement dépassé, ça peut nuire à ce segment. Les matchs donnent plus de force à l'âge, mais risquent de faire passer Bliss pour affaibli ou sans impact, et ça, c'est totalement un manque de respect à Alexa Bliss, qui a un palmarès hors du commun et qui devrait peut-être arrêter de perdre ce catch-là. Donc, c'est une grosse déception pour ma part de voir Alexa Bliss se faire battre aussi rapidement par une nouvelle venue, comme ces tentatives de contrer l'âge sont absence interne au match, une décision de l'âge. Les fans qui suivent Bliss depuis perçoivent la défaite comme une dévalorisation et leur rapidité et l'absence de moments historiques nuisent à l'investissement plutôt que de créer un clash stimulant.
donne l'impression que Bliss est relégué à un simple obstacle pour la montée de légende. Un star majeur, le booking prend un risque le public peut percevoir comme instable ou incohérent. Les vétérans doivent pouvoir se défendre et rester crédibles même face à des nouvelles recrues. Si Bliss perd trop de valeur, les futurs segments mettent en scène des rookies contre elle ou d'autres top stars risquent de marquer des tensions. Les victoires écrasantes envoient un signal clair de chercher à accélérer la montée de mieux au rythme de capital narratif de ces figures établit ce choix pour fonctionner. Enfin bref, c'est ma déception du show. Je suis quand même assez surpris de cette décision-là. Et c'est à voir ce qui se passera par la suite du côté de la WWE. Enfin bref, c'est un point neutre. J'attends de voir la suite. Ensuite, après, donc, on a eu la prolongation du show permet de plus profondément, de créer des rivalités plus longues, et de la place sur un laser qui, dans un format court, risque d'être sous-exposé. Les rookies au midcard gagnent plus de temps d'écran pour montrer leur en promo et in-ring, ce qui reste rien sur le long terme. Ça, c'est pour. Avec 3 heures, les bookers peuvent varier le rythme introduisant des pauses narratives et mieux orchestrer des séquences multi-niveau. C'est mon point de vue de ce SmackDown-là. 3 heures de show renforce là comme un pilier majeur, donnant plus de créativité secondaire aux futurs champions potentiels. Mais ça peut aussi essouffler le show, bien évidemment. Mais c'est quand même une bonne nouvelle, je le trouve, de passer à 3 heures pour SmackDown. Donc on va bien voir ce qui va se passer par la suite, bien évidemment. Ensuite, après, donc, on a eu le match entre Von Evans, le Young OG, donc, qui s'est retrouvé face à The Miz de Air Leicester. Franchement, j'ai bien aimé là aussi la rencontre, comment elle s'est déroulée, comment la double l'a bouqué et comment Von Evans a livré une performance. Alors, du combat, la victoire sur un vétéran comme The Miz crédibilise Von Instant. Le booking ne le parage pas, il gagne grâce à ses comptes. Rick et sa lecture du match la renforce de futurs main eventers potentiels. Chaque temps et chaque contre est utilisé pour construire une tension dramatique. Le public est constamment tenu en haleine, rendant le match plus qu'une bataille de stratégie de psychologie. Le contraste entre Miz, vétéran expérimenté, et Evan, jeune prodige rapide et exploité, cela crée un arc narratif clair, le présent et l'avenir contre l'expérience et l'autorité instantanée. Franchement, la foule d'Austin a intégré parfaitement les arcs futurs et enfin tout ce que vous voulez. Elle a parfaitement été à la hauteur, comme l'équilibre et les actions psychologiques du match. Le Miz qui reste le duel de manière et Evans qui avec des futurs vétérans comme Miz figurerait. Cela ouvre des options pour des rivalités prolongées, des solidarités secondaires pour Divon. Les alternances entre actions rapides et séquences peuvent sembler irrégulières pour certains et faire un tempo constant. Ça, c'est vrai. Et les multiples contrôles et surprises pourraient perdre un spectateur attentif aux détails du timing. Pour les fans recherchant des séquences, certaines sections peuvent paraître plus stratégiques que la victoire d'Evans gagne pleinement sa valeur si elle est utilisée dans les choses suivantes pour construire de nouvelles rivalités. Le match renforce la jeune talent montant en fait, mais il reste une pièce d'un puzzle plus large. Evans, comme un protagoniste, Miz conserve son image, mais l'effet narratif total dépendra de la continuité sur SmackDown et Saturday Night Main Event. En tout cas, très belle victoire des Young OG, donc Javon Evans sur le Miz, qui va lui faire beaucoup de bien, lui qui en avait vraiment besoin sur ce SmackDown. Elle a été là. Enfin bref. Ensuite, après, donc, on a eu le segment entre Jade Cargill et Michin. Donc, Jade Cargill est comme une figure de pouvoir, une menace qui n'a pas besoin d'arbitre ni de ring pour imposer sa loi à l'attaque et aussi en renforçant son aura de une dominante. Et chaque moment, chaque pose, chaque regard est un servant à établir sur ta tour de la hiérarchie. Si tu ne mets pas briser sa toile de défense et montre sa résilience et son intelligence, ce qui crée un contraste dramatique. Saisissant l'attention du public, ressent la peur et l'admiration simultanément. Ce segment illustre parfaitement la hiérarchie, la menace et l'opposition de force. L'espace backstage devient un outil. Les réactions corporelles, la mise en scène des lumières et de la caméra et le contexte partiel renforcent. On ne se contente pas de voir une attaque, on la vit avec des catcheuses. Ce segment pose des bases pour une rivalité prolongée. Missile reste crédible, Jade est menaçante et l'introduction de l'attaque comme élément de mise en scène ouvre des possibilités de match à sa revanche. Spot ou storytelling suspense. Chaque micro-gestuel, chaque interview crée un suspense presque théâtral. Le public est tenu à l'aise jusqu'au choc slam final. Les attentes pour un enfrontement in ring futur sont maxi. Le segment fonctionne comme un prologue dramatique puissant et se cherche un combattresse pour être frustré. L'action est complètement hors du ring et reposée sur la violence. Si ce type de segment arrive trop souvent, cela peut réduire l'impact de ces futures confrontations.
doit rester crédible mais dosé. Pour Jade Cargill, les spectateurs pourraient ne pas saisir pleinement les enjeux statut de Michin, la hiérarchie de Jade et l'importance narrative de l'attaque, très immersive et captivant pour un spectateur, mais certains peuvent percevoir la longueur comme une exposition trop dramatique. La valeur de l'attaque dépendra des segments suivants et du développement de la rivalité. Je suis totalement d'accord avec ce qui était dit par la WWE. On a une Jade Cargill qui a clairement le dessus et qui met un violent et un puissant chokeslam à Michin et qui démontre tout simplement tout le potentiel qu'elle a et tout ce qu'elle peut démontrer du côté de la WWE. J'aime ça et j'aime comment ils construisent cela du côté de la WWE. Donc c'est une belle opposition de style et c'est une belle promesse que la WWE construit à la vitesse de l'éclair. Et franchement, ce chokeslam, bah, il démontre tout simplement le dessus qu'a Jade Cargill et comment ils construisent la rivalité. La WWE, c'est franchement bien fait. Et c'est même la meilleure chose que la WWE ait pu faire ces dernières semaines, c'est de mettre Jade Cargill en avant. Il y avait vraiment besoin de la mettre en avant et de la faire démontrer tout l'étendue de son talent et de son potentiel. On sait que c'est une championne dominante maintenant et qu'il ne faut pas la chercher. Michin en a subi les conséquences et je pense que ça l'a calmé et que la WWE ça très très bien. Et franchement, c'était peut-être même le meilleur truc que la WWE aurait pu faire ces derniers temps, ces dernières semaines, c'est de mettre une Jade Cargill en valeur comme ça, surtout que c'est la championne de SmackDown et qu'elle est en train de démontrer tout l'étendue du potentiel. On a une Michin qui est là et mise au tapis et un petit peu moquée par la Jade Cargill. Donc c'est que un point positif pour la suite des événements et une bonne chose de faire ça ainsi. Euh, Et du côté de la WWE, je trouve, euh, de mettre Jade en valeur comme ça, mais ça peut réduire encore une fois au personnage de Michin. Passons au main event, donc Damian Priest est réarrivé contre Aleister Black et Zelina Vega, match par équipe mixte, donc, et très très belle opposition de style, très très belle confrontation même, j'ai envie de vous dire. Chaque catcheur est parfaitement identifiable, replay, brutalité, domination, prise stratégique, épuisant, plaque technique, Vega rapide et intelligente. Les psychologies de chacun est mise en valeur à travers les interactions, même dans le chaos d'un tag team match. Les séquences de contrôle répondent une histoire claire. Les heels imposent leur autorité, mais les faces ne sont jamais et gardent une créée intacte. Les interactions partenaires, les transitions et les micro-réactions créent une immersion totale pour le spectateur. Chaque tombée manque chaque contre-interruption. Enfin, franchement, immersion, le caméra et les montages permettent de ressentir la fatigue, l'effort et les gros plans sur les cris de la foule et le timing des sons traumatiques doit au match un impact émotionnel, celui d'un mini-film avec 4 catcheurs et de nombreuses interactions. Un spectateur qui va avoir du mal à suivre toutes les stratégies contre-attaques, la nécessité d'attention et concentration, l'enchaînement rapide de séquences peuvent fragiliser, rendant certains moments moins lisibles ou impactants si l'on n'est pas focalisé sur ce pas complet se repose sur la si l'historien autour de replay prise Black et Vega ne sont pas de la richesse du storytelling pourrait perdre de son poids dramatique. Le segment est immersif sur le moment mais la valeur narrative maximale dépend des développements futurs et des prochaines sont impliqués par les réactions live mais certains adeptes pourraient ne pas percevoir toutes les nuances du psychologie de psychologie et de storytelling in-ring, mais franchement, on a eu une super belle confrontation, un super beau match, et franchement, la victoire de Damien Priest et de Rhea Ripley est logique, étant donné qu'Aleister Black et Zelina Vega ne font que de les chercher ces dernières semaines, donc c'est assez intéressant de voir une décision prise ainsi et de les mettre en avant à ce point-là, donc c'est à voir ce que la WWE va prendre comme décision dans les prochaines semaines ou comment ils vont nous construire ça, mais franchement, j'aime bien ce qu'ils nous ont fait là et ça a été vraiment cool. Franchement, j'ai apprécié comment ils nous ont fait ça, donc savoir dans les prochaines semaines ce qui va se passer. Comme je le disais, Damien Priest et Rhea Ripley ont gagné ce match, donc je sais pas si la réalité est terminée ou pas, mais c'est une très très bonne chose
de faire ça ainsi. Du côté de la WWE, franchement, j'apprécie ce qu'ils ont fait. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis ciao, bye, et à très vite, 16/20 pour ce SmackDown.